Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débrief des élections régionales et départementales 2021 au soir du second tour. Avec nous, Frédéric Dosquet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Donc Frédéric Dosquet, qui est professeur de marketing, spécialiste en communication politique, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, qui est à sa deuxième édition, Frédéric, Marketing et communication politique aux éditions EMS. Avec nous également Nicolas Rebière. Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République et de l'Éclair des Pyrénées, grand patron de Pyrénées Presse. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. On va commencer par les élections régionales avec une large victoire d'Alain Rousset, qui décroche son 5e mandat à la région et qui n'a pas fait de détails, on peut le dire de manière aussi crue, puisqu'il est à 40% des voix environ. Il met loin derrière l'ensemble de ses concurrents. En seconde position, on a Edwige Diaz, qui est juste au dernier chiffre, juste en dessous de la barre des 20%. Nicolas Florian redresse un peu la tête après ses déboires du premier tour, puisqu'il serait à 13,8%, devant l'écologiste Nicolas Thierry, 13,3%, et enfin Geneviève Darrieussecq, qui termine en 5e position à 12,78%. C'est une victoire claire, nette, sans bavure d'Alain Rousset, Frédéric Dosquet ? Oui, on peut le dire, sans bavure. C'est vrai qu'au soir du premier tour, on pouvait se poser la question d'un rapprochement avec la liste écologiste pour gagner donc la Nouvelle-Aquitaine. Mais preuve en est qu'aujourd'hui, ce soir, la victoire d'Alain Rousset est complète. Là, oui, c'est un pari gagné. Il a la majorité absolue. Il va pouvoir mener sa politique à son aise, tout à fait. À sa main. Et ce qui est à remarquer également, c'est le RN qui, à l'image du national, n'a pas transformé l'essai des sondages. On en parlait avec Nicolas il y a quelques instants. Donc les sondages se sont vraiment trompés sur le RN qui ne perce nulle part dans aucune des régions françaises. Oui, Nicolas Rebière, ce qu'il faut noter aussi ce soir, c'est quand même le score et la place, la 5e et dernière place de Geneviève Darrieussecq. Oui. Qu'en tirer comme enseignement ? Difficile ce qu'on peut voir de toute façon, et que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. Les sortants réélus, tous, impressionnants, que ce soit en Île-de-France avec Valérie Pécresse, que ce soit dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand, que ce soit en PACA avec Renaud Muselier, même malgré toutes les turpitudes que ce scrutin a pu susciter, et effectivement de très très bas scores, on va dire, des partis en place au niveau national, c'est-à-dire La République En Marche et le MoDem. Oui, on voit même dans les Pyrénées-Atlantiques, le fief de François Bayrou, qui avait envoyé Laurence Farinck pour une de ses proches pour mener la liste. Alors elle n'est pas dernière, elle est en 3e position dans les Pyrénées-Atlantiques, mais avec 14,56%. C'est certes dans les Pyrénées-Atlantiques mieux que le Front National et mieux que Nicolas Florian, mais c'est très loin des 42 et quelques pourcents d'Alain Rousset. Oui, mais on pourra toujours dire que finalement, dans ce fief-là, elle s'en sort pas trop mal. Alors qu'ailleurs, il y a une vraie, comment dire, elle est 5e, quoi. Ça veut dire que ces élections-là montrent deux choses. Qu'elles n'ont pas tout à fait passionné, même s'il y a une légère augmentation de la participation. Voilà. Elles n'ont pas tout à fait passionné, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que les gens qui se sont déplacés, on peut considérer que c'est des gens qui ont au moins un engagement politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voté pour les sortants. La troisième chose qu'on peut remarquer, c'est que, en revanche, ils n'ont pas suivi les propositions, on va dire, de La République En Marche. Pourtant, La République En Marche, le président est le parti majoritaire au Parlement. Donc, oui, Frédéric, justement sur une petite analyse sur le groupe Eto là, qui se retrouve
entre la 3, 4, 5, 5e place. Nicolas Florian, quand même, fait mieux que ceux que l'on pouvait espérer. C'est une véritable remontada donc des Républicains. La remontada, mais sans gagner, quand même. Sans gagner. Hein. Ouais. Mais par rapport au c'est le maillot à pois, c'est pas le maillot jaune. Par rapport au désastre du premier tour, c'est vrai que c'est un score qui va revigorer un petit peu mieux, je dirais, un petit peu plus la droite au niveau régional. Mais ce qu'on observe quand même sur ce résultat global, parce qu'en fait la région est un petit peu à l'image de ce qui se passe au national. Voilà, prime au sortant, quoi. Quand même. La prime au sortant, et puis comme La République En Marche et le RN ne sont pas des partis qui sont ancrés territorialement, eh bien c'est une soirée très très mauvaise pour ces deux partis qui, d'après les sondages, après on pourra toujours se méfier, mais annonce quand même les deux prétendants pour la présidentielle de 2022, donc c'est-à-dire dans moins de 10 mois maintenant. Oui, alors, échec, on s'aperçoit qu'il y a aussi l'échec, on annonçait Mariani comme le messie de l'extrême droite en PACA, c'est un échec, et Nicolas, c'est vrai que les sortants, que ce soit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, ont tous réussi à faire de bons scores. En plus. Ouais, je voulais rebondir à ce que disait Frédéric. On va se méfier de plus en plus des sondages, c'est clair. Je me souviens de quelques sondages sur les régionales en Nouvelle-Aquitaine qui mettaient Edwige Diaz, il faudra qu'à s'en méfier aussi, largement au-dessus. J'entendais un sondeur, Jérôme Fourquet de l'IFOP, on avait fait, le groupe Sud-Ouest, la République des Pyrénées, avait fait un sondage avec eux, et il disait que pendant des années, il fallait surévaluer un peu le vote RN ou FN à l'époque, parce que les gens n'osaient pas, et notamment parce que les sondages étaient par téléphone, n'osaient pas déclarer qu'ils allaient voter RN. Et donc, on leur remettait un peu plus de score que ce qui était prévu. Et là, ils sont en train de se poser la question de savoir si, désormais, les sondages sont plutôt faits par mail, c'est-à-dire par écran interposé. Et ils sont en train de se poser la question de savoir si les gens ne lâchent pas finalement plus de voix au RN qu'ils ne le font dans les urnes. La deuxième chose qu'on remarque, et ce que vous dites très bien, Frédéric, c'est que les partis qui ont encore des militants, et je pense aux Républicains, qui ont gardé une base militante, ont réussi à rassembler sur le second tour, et ça se voit. Oui, Frédéric, justement, c'est vrai, les nouvelles méthodes de sondage influent sur ces scores, c'est ce que dit je Nicolas. Je ne sais pas si vous avez payé la facture à l'IFOP, enfin, peut-être que vous l'avez payé peut-être précipitamment. On va être obligé de la payer, ouais. Il faut que j'interroge là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'ancien monde réapparaît. Alors, aujourd'hui, ce soir, il faut relativiser puisque c'est une élection, on va dire, territoriale avant tout. Mais c'est vrai que la droite est revigorée, la gauche reprend quelques couleurs, et notamment on va y venir, en Nouvelle-Aquitaine. Finalement, on voit ces deux partis qui étaient dits moribonds, voire complètement perte de vitesse et voire d'existence, eh bien, réapparaître, ressusciter donc ce soir. Ce qui est important à dire, c'est qu'il réapparaissent dans une partie de l'électorat qui vote encore pour des élections locales, dont se désintéresse finalement une majorité de Français. C'est ça aussi qui est intéressant. Le désintérêt des Français, transition toute trouvée, merci Nicolas Rebière, c'est la participation. Alors la participation, il y a eu un petit regain, Frédéric Desquet nous dira si ce regain est dû à la météo qui était plus capricieuse ce dimanche que dimanche dernier, mais on voit le score, alors c'est une estimation, 41,23%, les chiffres définitifs ne seront connus que demain matin, mais ça reste faible. On s'aperçoit quand on regarde les précédents scrutins, que c'est la plus basse participation des 5 derniers scrutins, et c'est aussi en recul très net par rapport aux dernières régionales de 2015. Alors la participation, évidemment, c'est la grande perdante de ces deux tours de scrutin. C'est, j'allais dire, bis repetita par rapport à la semaine dernière. J'observe aucun effet de remobilisation de l'électorat malgré, je dirais, une demande assez soutenue de la part de Jean Castex, le Premier ministre. Moi, je dirais, d'un point de vue des sciences politiques, c'est que l'élection n'est plus l'agora démocratique, et que l'agora, tel qu'on le voit maintenant en France, c'est peut-être la rue,
Et on l'a vu il y a quelques mois avec les Gilets jaunes. Je crois que la vraie raison, ce n'est pas la raison météorologique. C'est vrai qu'il n'a pas fait très beau aujourd'hui, mais c'est une cause vraiment structurelle, une véritable défiance des Français, des électeurs français, à l'égard donc du personnel politique, des élus également, il faut le dire, et on le voit dans les enquêtes classiques du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, et des écrits de Pascal Perrineau, par exemple, son ancien directeur, qui montrent une véritable défiance à l'égard du personnel politique. C'est une défiance que l'on trouve, Nicolas Robillard, aussi dans les commentaires qu'il y a sur le site de La République ou sur les réseaux sociaux, que l'on retrouve aussi, certes dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les flux de commentaires. Oui, sachant que le principe des commentaires anonymes doivent faire relativiser l'importance de ces commentaires. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui reste malgré tout à regarder de près, à la fois, mais aussi de loin. D'accord. On va passer au départemental et on va commencer par Pau et par Pau 1. On va prendre... Parce que Pau 1, c'est quand même un canton où il y avait beaucoup de suspense. Petit rappel, sur Pau 1, Stéphanie Mazat partait avec Franck Lamas, un jeune candidat qui avait pris le relais d'André Duchâteau, qui était le conseiller général historique. Et Pau 1 était le seul canton de Pau encore aux mains de la gauche. François Bayrou avait envoyé 2 poids lourds, sans leur faire offense, Josie Poitot, la députée, et Thibault Chenevière. Et Nicolas Robillard, Bruno, que s'est-il passé ? Vous faites un focus sur Pau 1, ça serait quand même important de dire que ce focus-là ne préjuge pas de l'élection. En gros, de toute façon, la majorité restera au centre et à la droite. De toute façon, Jean-Jacques Lasserre est même conforté. Selon nos calculs, tous les cantons ne sont pas tombés, mais on pourrait être à 19 conseillers départementaux pour la majorité sortante et 8 pour la gauche. C'est-à-dire que la gauche aurait perdu 2 conseillers départementaux. Alors c'est vrai qu'à Pau, il y avait des sacrées batailles, ça a été serré. Pau 1, Stéphanie Mazat l'emporte avec Franck Lamas à 34 voix près, donc c'est très très serré. Très serré également du côté de Pau 4, mais là... c'est Jean Lacoste, un autre adjoint de François Bayrou, et Véronique Lipsos-Salnave, également adjointe, qui l'emportent. Mais c'est très serré face au binôme de la gauche, qui était une gauche unie. Là. Il y avait à la fois le Parti socialiste, mais aussi les Verts. C'était Philippe Glorieux et Stéphane Denodrest. Pau 3, on n'a pas les résultats définitifs, mais il semble que les sortants, de droite et du centre, Monique Semavoine et André Harib, des proches de Bayrou, l'une maire de Mazères-Lezon, l'autre ancien maire de Bézianos, soient réélus. Et il y a Pau 2. Il y a Pau 2, donc avec le psychodrame hydroné qui a sûrement eu une influence sur le scrutin, puisque Jean-François Maison et sa binôme arrive à reprendre le canton qui était tenu par Anne-Hilde. Alors, on n'a pas les résultats encore, on les attend, les définitifs, mais ils ont gagné. Jean-François Maison et sa colistière, sa binôme, ont gagné. Jean-François Maison retrouve un siège au conseil départemental qu'il avait perdu. Oui, parce qu'il était sur le canton de Pau-Est à l'époque. Voilà, il était Pau-Est à l'époque. 2015, on refait les cantons, ça devient Pau 2, il y a Hydron, il y a, on va dire, l'Est de Pau, et à ce moment-là, il perd contre Marc Cabane, un poids lourd, c'était un des adjoints de François Bayrou, et Anne-Hilde, la maire d'Hydron, la maire républicain. On sait que depuis, il y a eu des élections très compliquées à Hydron, puisqu'Anne-Hilde menait la liste, mais finalement a perdu la mairie, puisqu'un de ses adjoints avait repris la balle. Il avait lancé un candidat qui a dû s'arrêter suite à une baffe malencontreuse ou pas. Et en tout cas, là, il faut ça a été très compliqué. Cependant, Frédéric Dosquet, ce qu'il faut dire, c'est que François Bayrou, là encore, il avait envoyé un binôme expérimenté, et puis enfin au moins de la vie publique à défaut de la politique, puisqu'il avait Faisal Karoui, c'était sa première campagne en termes de notoriété, mais enfin Faisal Karoui qui a été parachuté. Il connaissait peut-être pas la musique. Faisal Karoui ne connaissait peut-être pas la musique électorale. C'est quelqu'un de connu. Il dirige l'orchestre de Pau Pays de Béarn.
Mais expérimenté, pas forcément. Était quand même quelqu'un qui connaît la vie politique, Clary Johnson-le-Loir. Et Clary Johnson-le-Loir avait été élue en 2014 avec François Bayrou. Et elle est désormais adjointe à la sécurité, mais c'est vrai que c'était sa première élection sur son nom. Oui, mais on l'a vu lors des débats qu'elle a menés entre deux tours ici même. Oui. C'était quelqu'un qui avait une science du débat quand même. Cela dit, oui, on voit que c'était une élection très chahutée, avec on change un binôme au dernier moment. Le couteau planté dans le dos d'Annie Hilde par vengeance, ça a coûté cher. Très clairement, Annie Hilde a bien œuvré pour ne pas faire gagner Madame Johnson et Monsieur Karaoui. Je pense que c'est ça qui était la clé. Ça se joue à très peu de voix. Voilà, elle a décidé de se maintenir au second tour. On voit bien que l'union normalement fait la force et que cette union n'a pas été réalisée sur ce canton de Pau 2 et Jean-François Maison. Les Républicains avaient bien rappelé, ils nous ont fait un communiqué comme quoi ils soutenaient. Hein. Oui, Nicolas besoin de le rappeler parce que les Républicains, oui, mais Annie Hilde s'étant maintenue et le poids. Non, elle ne s'était pas maintenue, mais on peut dire qu'elle n'a pas fait campagne. Oui, enfin disons maintenue dans le sens où elle s'était pas, disons, elle n'avait pas soutenu directement. Donc, ça, c'est une litote. Voilà. Donc, le duo Johnson, Karaoui. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on voit bien que l'union fait la force et que la désunion a œuvré sur Pau 2. Alors, match nul à Pau, 2 à gauche, 2 au centre et à droite. Rappelons-le, Bayrou, on va dire la majorité, Lasserre, droite et centre, avait 3 sortants. Oui. Là, ils en perdent un quand même. La gauche reconquiert un siège à Pau. Par contre, elle en perd ailleurs, on va faire... Voilà, alors là, on va continuer, comme on est autour de Pau, on va aller à Billère, où la gauche conserve un siège, 2 sièges, mais Bruno, je crois que c'est vous qui avez les résultats. C'est très serré. C'est très serré, mais le binôme Fanny Bognard, Jean-Marc Grussotte s'incline devant le binôme Véronique Dehos et Patricia Baduel. Mais c'est vrai que ça s'est joué à quelques voix, 50,44 pour la gauche et 49,56 pour le centre droit, on va dire. Alors, juste à côté, on attendait beaucoup de ce combat. Ça a été un des débats les plus, on va dire, animés, d'ailleurs passionnants, avec 2 candidats, on va dire, expérimentés. C'est Lescar Gave et Terre du Pont-Long. Voilà, je crois qu'on a les résultats qui vont apparaître. Réélection du binôme Nicolas Patriarche, qui est secrétaire départemental des Républicains, et Sandrine Lafargue avec 53,67%. Christian Laine n'a pas réussi son pari. L'ancien maire de Billère, l'ancien maire socialiste, a tenté de ravir ce canton à la droite. Il échoue. Frédéric Dosquet, pour Christian Laine, c'était le combat de trop ou pas ? Écoutez, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais disons qu'il n'a pas réussi effectivement son pari de revenir sur la scène politique, puisqu'il a laissé la mairie de l'Escar donc à une de ses adjointes qui est maintenant maire. Donc c'était le dernier mandat de Christian Laine. Peut-être qu'effectivement il a abattu toutes ses cartes et que donc on ne le verra peut-être pas dans de nouvelles joutes électorales. On part sur Oloron 1. Alors, Oloron 1, finalement, la gauche maintient son siège. Marie-Lise Bistuet et Henri Bellegarde sont à 55,78%. Jean-Luc Marle et Lydie Altapé pour la droite ne sont qu'à 44,22%. On se souvient que c'était le canton où se présentait également Daniel Lacrampe, le centriste, qui avait dirigé la communauté de communes du Haut-Béarn, mais n'avait pu se qualifier. À Oloron 2, la gauche perd. Ça fait partie de ces cantons que la gauche perd. Ça bascule. Alors, c'est très, très, très serré encore. 3970 voix pour Laure Laborde et Clément Servat, qui représentaient le centre et la droite, et 3837 voix pour Anne Barbet et Claude Aussan pour la gauche. Alors, c'est intéressant parce que le théorème des sortants fonctionne toujours, puisque sur un canton comme celui-ci, certes, Anne Barbet était sortante, mais elle n'avait pas avec lui ce binôme qui avait pesé au moment du dernier vote, qui était André Berdoux. Donc là, la gauche perd un canton.
une autre grande ville, mais un peu plus à l'ouest, Orthez. Alors, il y avait là encore un duel de Oui, personnalités. c'était serré. Personnalité, on l'a vu dans le Ouais. débat. C'était un des débats les plus, on va dire, les plus virils de la Et alors, semaine. c'est finalement Jacques Pédéontat et Isabelle Antier qui l'emportent à 51,72% des voix. Emmanuel Anon, le maire d'Orthez, et Marie-Ange Bainvielle terminent juste derrière à 48-28. Pédéontat sauve son siège. On sait qu'il avait un peu peur, qu'il a mené une campagne Oui, on l'a vu. de manière très intensive. Emmanuel Anon a fait le plein de voix sur Orthez, mais à la fin, c'est Pédéontat qui gagne. Sur Cœur de Béarn, Yves Salanafpé a tué le match. Oui, on ne peut pas dire qu'il y avait Même beaucoup de suspense. Dès le premier, on peut dire que dès le premier tour. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de suspense. Donc Yves Salanapé et Nadine Barth remportent le canton toujours à gauche à 66,3%. Les 2 tiers des voix. Quoi. Voilà, les 2 tiers des voix, sachant que Marie-Josée Nousti et Bernard Placé, deux personnalités qui avaient mis la droite et le centre, qui n'avaient jamais trop fait de politique, on va dire, mais une était présidente des Gîtes de France, l'autre a été président longtemps des chasseurs du département. Bernard Placé apprend ce que c'est qu'être chassé. On n'arrive pas à faire basculer un canton qui est historiquement à gauche. On part juste à côté, Artix, pays de Soubestre. Là, pareil, la théorie du sortant, Bernard Dupont, Fabienne Costedois l'emporte à 55-69% des voix. Il n'y avait pas franchement de suspense non plus. Autre personnalité bien ancrée dans le paysage politique, Marie-Pierre Cabane, qui était candidate avec Michel Mainvielle pour la gauche 64 sur la vallée de l'Ousse et du Lagouin. Oui, tout à fait. Et là encore, la théorie se confirme, même si la seule sortante était Marie-Pierre Cabane, puisque Michel Mainvielle se lançait, conseiller régional, lui. Mais c'est un canton qui reste à gauche et le résultat le prouve ce soir. Après une figure féminine de gauche, on passe à une figure féminine de droite ou du centre. Isabelle Lahore, avec Thierry Carrère pour Force 64, ont réussi à s'imposer sur le pays de Morlas et du Montanerès. Voilà, pas trop de surprise non plus. C'est un canton, on s'en doutait. Isabelle Lahore, c'est une des figures des proches de Jean-Jacques Lasserre. Et Stéphane Poilart, l'ancien patron du PS, il y a 5 ou 10 ans à peu près, n'a pas réussi à remporter un siège qu'il avait tenu, mais ce n'étaient pas les mêmes cantons à l'époque. Un peu plus loin, il y a je me suis perdu dans les fiches, les terres de lui et coteaux de Vic-Bilh. Voilà, avec Charles Pellane, et Geneviève Berger. Geneviève Berger, là encore, les sortants, ils sont à plus de 56, près de 57% des voix. Autre figure sur le canton le canton d'Ouzom de Gave et Rive du Nez, où on retrouve Jean Harieux-Berger, qui est associé à Valérie Cambon, qui sont arrivés très largement. De gauche qui l'emporte largement, 58,68. On se souvient que Jean Harieux-Berger avait interpellé la préfecture parce que plusieurs électeurs n'avaient pas reçu dans les enveloppes destinées aux élections la profession de foi des candidats de gauche. Ça ne l'a pas empêché de gagner largement ce soir. On va rapidement aller tout à fait à l'ouest, mais pour parler de quelqu'un qui est important, puisque c'est le président sortant du conseil départemental. Donc voilà, tout à l'heure, vous avez éventé un peu la conclusion en donnant le résultat du match, parce qu'actuellement, au sein de la rédaction, il y a Éric Belli qui compte les cantons, qui fait le match gauche-droite, enfin centre et droite. Voilà. Et là, Jean-Jacques Lasserre, lui, il a plié le match. Voilà, Jean-Jacques Lasserre et sa binôme Anne-Marie Brutet l'emportent à 63,4% sur Bidache, Amicuse et Ostibar. Les candidats régionalistes Hirschbay, Émilie Dubois et Xabi Laralde n'ont eu aucune chance. Pas plus d'ailleurs que les candidats Hirschbay sur la montagne basque. Voilà, et Jean-Pierre Mirande et Annick Troudet. Voilà, Jean-Pierre Mirande, Pépé Lamirande, bien connu, et Annick Troudet, ils font 59,2% des voix. Cela dit, ce qui est intéressant, ce sont ces scores des Hirschbay, ces Albert Salé, qui s'imposent de plus en plus dans le paysage, puisque la gauche, on va dire le Parti socialiste, s'est fait ravir plusieurs cantons
notamment au Pays Basque. Il y a d'abord le canton que détenait Henri Etxeto, le chef de file de la gauche, celui qui menait campagne pour la gauche 64. Il a perdu dans son canton. Et Bayonne, c'est Bayonne 3. Canton, voilà. Bayonne 2 bascule également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un canton qui était tenu par Côté Ancenaro, qui avait été le vice-président de Georges Labazé lorsqu'il était aux manettes au département, les quelques années où la gauche a dirigé le département, Côté Ancenaro ne se représentait pas en Daille, et c'est Erhajbay qui rafle la mise. Et on voit bien qu'il s'installe dans le paysage basque et que ça complique finalement la conquête des socialistes, ou on va dire d'une gauche traditionnelle. En tout cas, à la fin, la droite et le centre sont confortés suite à ces élections. Donc on a fait quasiment à vitesse grand V le tour du Béarn et d'une partie du Pays Basque. Frédéric Dosquet, quels sont les enseignements que l'on peut tirer du paysage départemental ce soir? Alors peut-être dire un mot sur Erhajbay et les Albertes salées, parce que vous vous souvenez évidemment, il y avait la fameuse loi Morlac qui était sortie du chapeau quelques semaines du scrutin, et finalement, bien que Erhajbay maintienne par ses 2 victoires, Nicolas l'a rappelé il y a quelques instants, finalement il ne perce pas tant que ça, je dirais. Les forces traditionnelles restent en place, notamment au niveau de la montagne basque, où il y avait Anita Lopépé, qui est la tête de proue de Erhajbay, qui n'a pas réussi son pari d'être élu au Parlement de Navarre. Votre question concerne plus globalement l'ensemble du département. Eh bien, on voit qu'il y a effectivement une prime aux sortants. Ça veut dire que pendant 6 ans, les sortants se sont fait connaître, même s'ils n'étaient pas des professionnels tous et toutes de la politique. Ils ont incarné le mandat territorial. Ça a joué. Le peu de participation a amplifié ce phénomène en termes relatifs, en termes de pourcentage. Ce qu'on peut observer, c'est que la gauche est quand même battue ce soir sur le département. La droite et le centre-droit confortent complètement l'ancrage, je veux dire, MoDem et centre-droit du département. Il n'y a pas eu de grosses surprises. Il n'y a pas eu de grosses surprises, c'est vrai. Même pas de surprise du tout. Il n'y a pas eu de grosses surprises. Peut-être la surprise quand même de Henri Etxeto, qui perd, mais on sentait déjà dès le premier tour, il avait tendu la main vers les voix d'Erhajbay, et on sentait bien qu'il était en difficulté. Ouais. Mais il n'y a pas d'immense surprise. Alors effectivement, Henri Etxeto, qui était pour le coup le leader des forces de gauche sur 64, battu ce soir. J'allais dire que la gauche maîtrise plus ou moins, je dirais, par rapport à 2015, mais perd son mentor ce soir. Oui, Nicolas Robillard, pour conclure, à quoi va ressembler le conseil départemental qui va se réunir? On a l'impression qu'il risque de ressembler furieusement au précédent. Business is as usual. La majorité départementale a très peu modifié ses candidats. Donc finalement, ils vont prendre 6 ans de plus, mais c'est à peu près les mêmes pour la plupart. Peut-être que Jean-Jacques Lasserre remaniera peut-être au niveau de son exécutif, on va dire de ses vice-présidences, mais en tout cas, une grosse stabilité de ce côté-là. Je crois que l'enseignement principal de ce scrutin, on le savait parce que vient de tomber Pau 2 également, c'est qu'à Pau c'est très serré, ça reste très serré. Je pense à Pau 4 où Jean Lacoste l'emporte, mais avec 50,5% des voix. C'est à peu près les mêmes résultats qu'à Pau. Il n'y a pas un avertissement quand même sur Pau où il faut complètement décorréler? Pas forcément, parce que vous vous souvenez que la Barrère disait « Je suis le maire de gauche d'une ville de droite ». Finalement, Bayrou est depuis 2012 que Pau a, par exemple, et même avant, le scrutin de 2007 par exemple sur les présidentielles, Pau est une ville de gauche. Et que finalement, Bayrou est un maire centriste. Je ne pense pas qu'il voudrait qu'on dise qu'il est de droite, même s'il est allié à la droite au département. Il est un maire centriste d'une ville de gauche qui reste à gauche. On voit les scores de Rousset à Pau, ils sont assez sans ambiguïté. Oui, c'est une ville de droite qui, à une époque, quand même, je me rappelle des Barada, des Urieta, qui envoyaient quand même beaucoup de monde au conseil départemental. Voilà, ouais, tout à fait. Là, on est à match nul et c'est très serré. C'est ça qui est intéressant. Pau 3, c'est pas du tout serré. En revanche, Pau 2, ça l'est moins, mais on a vu que c'était, on va dire, un peu compliqué cette campagne pour la droite et le centre. Donc, est-ce que c'est un avertissement? Pas forcément. En tout cas, on voit des adjoints de François Bayrou qui n'arrivent pas sur leur nom à se faire élire. Ça, c'est clair.
Frédéric Dosquet. François Bayrou va sûrement apprécier. Pau, donc balle au centre, 2-2, je dirais. Donc c'est une. Oui, c'est très centriste finalement. Très centriste, comme finalement. résultat. comme résultat. Moi, j'observe quand même un paradoxe entre les régionales et départementales. C'était groupé cette année. La région qui reste à gauche est bien à gauche, et le département qui reste au centre et plutôt au centre droit. Et c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe, et moi je l'explique comme la victoire d'Alain Rousset comme étant une vraie locomotive. Je ne fais pas de jeu de mots avec la vallée d'Aspe et son projet de relier la Pau-Canfranc, mais quelque part c'est vrai qu'Alain Rousset est vraiment la locomotive de la gauche sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui manque peut-être à la gauche sur le département, c'est de l'absence de leader. Et on le voit avec Henri Tcheto, qui est un Basque, mais qui perd la tête ce soir. C'est vrai que ça pourrait être une vraie problématique pour les forces de gauche que de suivre quelqu'un dont Alain Rousset pourrait faire peut-être des émules. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu le mot David Habib pendant la campagne quasiment. Certes, on l'a vu vraiment les derniers jours là sur Cœur de Béarn défendre Yves Salah FPE, mais c'est vrai qu'il n'était pas, on l'a pas trop vu. Cela dit, on sait bien que David Habib et Alain Rousset ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils passent pas leurs vacances ensemble à l'Escan. Ce qui est vachement intéressant, c'est de regarder sur le site internet de la REP, je peux vous le montrer, c'est pour les régionales. Quand les communes qui ont pu voter Rousset, regardez, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand vous connaissez le résultat des départementales. La carte est rose. La carte est rose. La Il y a carte quelques est rose. points bleus, quelques taches vertes. Merci beaucoup, Nicolas. Ça me fait une belle conclusion. Merci beaucoup, Frédéric Dosquet. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, justement, comme vous le disiez très bien, Nicolas Rebière, l'ensemble des résultats est actuellement en train de s'afficher en ligne sur le site. Maintenant, ils sont tous là. Ils sont tous sur le site de la République. Ils seront tous dans notre édition, nos éditions de demain. Retrouvez d'ores et déjà l'ensemble des réactions. Petit à petit, le site se nourrit des analyses des journalistes qui sont en train d'écrire leurs articles. Ils font les papiers commencent à arriver d'ailleurs. Les papiers voilà, demain dans le et vous journal. retrouvez l'ensemble de ces éléments demain, lundi, en kiosque. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.